préparer l'offre, anticiper la demande. Et nous avons invité deux grandes pointures pour débattre de ce sujet, également dans une vision prospective, savoir ce qui se fera dans les prochaines années sur ces deux zones autour de Casablanca. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement présenter, c'est Reda Halifi, qui est président du groupe Atalia Développement. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est Reda. Rachid Boufous, architecte, urbaniste. Je m'arrête là ou je continue? Écrivain, ex-homme politique depuis 24 heures. Polémiste. Hashtag Ewa Refselek. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Gardez une partie de vos applaudissements pour Zineb Bouayed, qui est directrice générale de Mouawab. Bonsoir Zineb. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de nous rencontrer aujourd'hui. Alors justement, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Tiens, prends mon micro. Bien. Ouais. En fait, il était éteint. Donc pour la première édition des acteurs de l'immobilier, donc comme vous le savez depuis des années et encore plus aujourd'hui, toujours essayé d'être initiateur d'événements, fédérateur de l'ensemble des acteurs du marché immobilier, donc sur deux volets, tout ce qui est débat, le sujet d'actualité. Donc l'idée c'est non seulement de débattre, mais aussi de développer et de maintenir le networking entre les acteurs de ce secteur, parce qu'il faut se le dire, on ne se voit pas beaucoup. C'est dommage, parce qu'il y a des pertes de synergie et voilà, d'opportunités. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est nouvelles technologies digitales. D'ailleurs, on a fait, ceux qui ont pu assister, le dernier événement Imotech en septembre dernier, et qui a été un succès, et qui va continuer, n'est-ce pas, Kevin? Et donc, dans cette même lancée, on a décidé de sceller un partenariat avec Amin Magnessi et M. Rachid Hachachi, donc les pros de l'IMO, pour lancer un nouveau concept, qui sont ces acteurs de l'immobilier et morning de l'immobilier. Donc, on aura 2 fois par mois l'occasion de se voir. Les mornings de l'immobilier, alors ça va être plus du contenu pratique, on va dire des aides d'outils à la décision. Pointu, donc avec des experts métiers, ça peut aller du digital à la fiscalité, ou aussi comment booster vos ventes. Donc, ça sera d'ailleurs notre prochaine thématique pour les mornings de l'IMO du 30 novembre prochain. Alors les afters, eux, c'est plus, on va plus traiter des problématiques marché ou produits, et on va essayer de vous guider dans vos décisions d'investissement ou de développement immobilier. Et donc, nous commençons d'ailleurs aujourd'hui avec ces thématiques entre guillemets osées. Et je pense que c'est la première fois que ce match d'Albeza Bouskoura va être débattu. Je pense que c'est un sujet qui tient en haleine les Casablancais depuis plus de 20 ans. Et je remercie chaleureusement M. Reda Halifi et M. Rachid Boufous, que nous avons l'honneur et le privilège d'avoir parmi nous aujourd'hui. Je pense qu'on va débattre en long et en large sur ce sujet-là. Merci. Je vais laisser la parole à... Merci beaucoup, Zineb. Donc, merci d'avoir expliqué un petit peu le concept de l'after de l'IMO et également du morning de l'IMO. 2 formats différents, mais qui se complètent, qui vont pouvoir apporter une valeur ajoutée à toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Avant de donner la parole à nos invités, on va faire parler les chiffres. Et ces chiffres, ce sont les chiffres que vous, à travers la plateforme de Mobaweb, vous avez pu récolter concernant l'offre et la demande sur les 2 zones dont on va parler, Bouskoura et La Boueza. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu... après, je ferai réagir, bien sûr, nos invités. Très bien. Alors, juste pour préciser, par rapport à l'offre, on se base, bien sûr, sur le portail, mais aussi sur le terrain. Donc, nos équipes d'advisory vont sur le terrain pour piocher tous les projets
existants, projets actifs, évidemment, on ne parle pas des particuliers ou des amicales, des projets structurés avec un commercial, un bureau de vente. Par contre, oui, par rapport à la demande, nous, à travers le portail, nous avons la chance d'avoir cette data sur la demande, sur les deux zones. Je crois qu'on peut rappeler un chiffre qui est quand même éloquent, c'est près de 600 000 demandes, oui. Une moyenne de 600 000 demandes mensuelles qui émanent du portail, ce qui est quand même assez conséquent. Oui, et concrètement, c'est 600 000 formulaires remplis donc de demandes de personnes sur le portail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à travers Moveur, nous avons un angle, une réalité du marché de l'immobilier. Ce n'est pas toute la réalité parce qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, elle est palpable, elle est mesurable, et elle est peut-être même, je dirais, fiable, parce qu'à partir de 600 000 demandes, on peut se faire une idée assez précise. Je pense que 600 000, oui, ça peut donner une tendance on va dire, du marché. Donc, très brièvement, pour laisser place après au débat, par rapport à la demande, on est sur les mêmes tendances pour... Alors là, c'est le premier slide? Non. Excusez-moi. On va commencer par l'offre. Désolée, hein, c'est les aléas du direct. Donc, par rapport à... L'offre se fait toujours désirer, c'est ça? Exactement. Donc, par rapport à l'offre, réellement, comme j'ai dit, on voit ici que par rapport aux appartements, on a quand même 2 fois plus de stock. Ce stock est principalement constitué d'appartements moyens standing, et c'est principalement Bouscola ville, pas Bouscola Liberté évidemment, et on a des villas qui sont plus pondérantes. Par rapport aux villas, donc on a beaucoup plus de stock, la tendance inverse, on a beaucoup plus de stock à Dagoesa. Il y a plus de projets, mais en même temps, le minimum parcellaire est plus petit, donc ça permet d'avoir plus. Donc aujourd'hui, à Dagoesa, il y a 35 projets en cours pour 1400 unités résidentielles. Oui, on ne parle pas du social. On ne parle pas du social, hors social. Voilà. À Bouscora, on a 21 projets et 3000 unités. Oui. Sur les 3000 unités, il y a 2000 unités concentrées chez un seul promoteur. D'accord. Voilà. Et le reste, on va dire pour les appartements, la majeure partie se retrouve à Bouscola-Ville. Donc déjà, de premier abord, comme ça, on pourrait dire qu'il y a une densité plus importante à Bouscora qu'à Dagoesa sur 21 projets. 3000 unités sur 35 projets, la moitié, 1400 unités. Bouscora est en superficie plus... Bouscora est en superficie plus importante. Villa 15 projets, 600 unités à Dagoesa. Bouscora 29 projets et 280 unités. Les unités sont plus grandes. C'est ça, parce que le minimum parcellaire est plus important. Voilà. On peut avoir à Dagoesa du 200 mètres carrés, effectivement. Ensuite Ensuite, donc là, on est sur la demande. Là, on est toujours dans l'offre. La demande. Donc la demande, en termes d'appartements, c'est plus ou moins la même tendance. 50% de la demande sur l'appel, ça c'est des appartements, idem pour Bouscola. La même chose sur les villas. Le reste, c'est de l'autre terrain. Là, on parle de la proportion de la demande sur chacune des deux. Donc, en fait, le différentiel, si vous additionnez 50 plus 37, ce qui reste, c'est des lots terrains. C'est des lots terrains. D'accord. C'est des lots terrains, ça peut être des lots terrains R+2, R+3 ou des lots villas. Ou l'autoconstruction, effectivement. Tu dois encore baisser. Alors. Demande d'appartement. Oui. Donc, demande d'appartement. Donc, sur Dagoesa, 40% de la demande se concentre sur la fourchette entre 750 000 et 1,5 million de dirhams. 57% c'est du F3. Bon, parce qu'ici, il y a aussi une demande sur la partie balnéaire. C'est pour ça qu'on va trouver sur Bouscola beaucoup plus résidentiel, une demande plus prononcée sur les F4. Parce qu'on parle plus de résidentiel. Et 42% de la demande sur Bouscola est entre 1,75 million à 3 millions de dirhams. Sur les deux, on va dire qu'en termes d'offres, on n'est pas à une satisfaction à 100%. Parce qu'on manque d'appartements sur Dagoesa entre 750 000 et 1,5 million. On a des appartements à 1,5 million. Mais
Je veux dire, quand on voit ici que 38% de la demande est concentrée sur cette fourchette-là, on n'a pas beaucoup de projets sur Dar Boueza, on ne parle pas de Sizerhan, on ne parle pas de Almaz, on parle vraiment de l'axe Houtezmoul. On n'en a pas beaucoup, et enfin moins à Bouskoura. Donc à Bouskoura, on va avoir soit du moyen standing vraiment autour de 700 000 dirhams, qui est concentré sur Bouskoura en ville, soit des appartements de standing qui sont au niveau de Bouskoura ville verte. Mais là, il n'y en a pas beaucoup à 1,75, 1,75 million. Donc là, il y a des choses à creuser. 1,750 000. 1,750 000, il y a des choses à creuser. Par rapport au mètre carré, donc pour les deux, 40% de la demande se situe entre 60 à 100 mètres carrés. Donc aujourd'hui, les gens recherchent des superficies, on va dire, plus optimisées, tout simplement pour une raison de budget. Voilà. Donc on sera de plus en plus sur des superficies plus réduites. Plus réduite. Je pense que c'est le dernier slide. Donc là, on va traiter des villas. Alors, donc là, je pense que Il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match. De toute façon, c'est pas du tout les mêmes cibles date aujourd'hui. La cible de Dar Boueza est différente de celle de Bouskoura, et d'ailleurs, c'est visible ici. Donc 67% de la demande est située pour des villas de 2,5 millions à 5 millions de dirhams, pour des superficies inférieures à 300 mètres carrés, donc nous avons 57% de la demande qui est inférieure à 300 mètres carrés. Plus de 2,5 millions. Pardon? Plus de 2,5 millions qui... Exactement, plus de 2 millions. Nous, on a pris la moyenne, parce qu'on a aussi des projets qui commencent à avoir le jour, tout ce qui est plage, enfin extension, qui commence à faire hausser un petit peu le marché, mais ça reste une niche. Là, on est sur des prix entre 7,5 et 11 millions de dirhams. C'est pour ça, voilà, exactement. C'est pour ça que ça hausse un petit peu, la moyenne, mais on va être plus à du 2,5-3. Alors, il y a des projets qui sont quand même à 5-6, même au sein de Dar Boueza. Maintenant, c'est pour des superficies plus importantes. Donc, sur Bouskoura, par contre, seulement 26% pour tout ce qui est de 2,5 à 5. Là, c'est juste pour comparer la même fourchette sur les deux zones. Et tout simplement parce qu'à Bouskoura, déjà, le minimum parcellaire, il est beaucoup plus important. Donc, à Bouskoura, on va être plus sur des budgets entre 6 à 9 millions de dirhams aujourd'hui. De 4 millions de dirhams de Bouskoura, c'est à oublier depuis très longtemps. Voilà. Merci. 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 Maintenant, j'aimerais faire réagir nos deux éminents invités, en commençant par le frère Ebah Halifi. Alors là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a, au niveau de la demande et de l'offre, certaines similarités, mais également de grandes divergences. Les divergences sont peut-être en partie dues à une logique réglementaire, une ligne parcellaire, qui va structurer la valeur, la taille, etc. Est-ce que la réalité à laquelle vous êtes confrontés, factuellement, corrobore ou diverge par rapport aux tendances et aux chiffres qu'on vient de voir? Bonsoir tout le monde. Donc tout d'abord, j'aimerais préciser une chose qui est très importante, c'est que là on parle de villes complètement différentes. On a la zone de Dar Boueza, qui est une extension de Casablanca vers le sud, et qui a été créée initialement, si vous voulez, on revient un petit peu à l'histoire, c'était une zone balnéaire, là où il y avait des cabanes, Jack Beach, fameux Jack Beach, c'est-à-dire que c'est un sport historique d'ailleurs, le sport de Jack Beach. Il y avait les plages privées, par les 30 dernières années, les cabanes, les maisons secondaires de quelques familles casablancaises qui étaient situées plus ou moins du côté Anfa, etc. Donc c'était plus ou moins une deuxième maison secondaire. Après, il y a eu un phénomène qui est très important, c'est que les plans d'aménagement de Casablanca étaient caducs depuis 1997, je parle sous contrôle de ces deux fosses, et depuis 1997 jusqu'à 2013, il n'y avait pas de plan d'aménagement. Donc la zone de Casablanca était saturée à tel point que le foncier à Casablanca, je vous parle, j'ai vécu cette expérience-là, de 1997 à 2004, le prix de l'immobilier à Casablanca, je parle de Coton, je parle de Nasira, Onfa,
je parle de ratio, ratio d'extension, etc., ne dépassait pas les 8 000 dirhams. Sachant bien qu'à Bourgogne, on a vendu de l'immobilier en 2001 à 5 000 dirhams le mètre carré. Après, il y a eu un boom, c'était en 2007, je me rappelle très très bien, où le foncier prenait chaque mois, pas chaque année, chaque mois, entre 15 et 20%. À tel point qu'on finissait le projet, juste sur le foncier, on gagnait du 100%. On ne gagnait pas parce que c'était d'inflation. Donc c'est une inflation qui a coûté cher au promoteur, parce qu'en fait, son argent, année par année, il se réduisait. Donc ce n'était pas les belles années des promoteurs immobiliers, ce n'était pas ces années-là. D'autant plus, il a fallu impacter cette inflation sur le consommateur final. Donc, qui a payé ça? C'est le consommateur final, parce qu'on est passé en un an et demi je parle de la zone pré-ostendine, je vais citer un petit peu de Massira, de l'Artesne, etc. On est passé de 8 000 dirhams à 25 000 dirhams en 2009. Oui, parfait. C'est bien. Oui. Donc on est passé de 8 000 dirhams à 25 000 dirhams en 2009. Et c'est là où moi, personnellement, je me dis, il faut que ça s'arrête. Il y a quelque chose à faire Il y a ailleurs. quelque chose qui cloche, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on débloque les plans d'aménagement parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'était normal, il y avait une rareté sur le foncier. Le foncier à Casablanca, il a atteint un prix incroyable. On était sur du 40 000, du 50 000 dirhams le mètre carré. Après, on a commencé à chercher des opportunités. Et c'est là où il y avait la fameuse dérogation. Vu qu'il n'y avait pas les plans d'aménagement, donc l'État a ouvert C'est un régime dérogatoire. Régime dérogatoire. Bon, dans ses avantages, dans ses inconvénients, je pense aussi que Goufous, il est bien placé pour parler du régime dérogatoire. Donc c'est là où on a commencé le développement de Dalbolza. Quand je parle de Dalbolza, il y a aussi Rahman qui fait partie de Dalbolza. Il y a aussi une autre commune qui s'appelle Derzouz, qui faisait partie de Dalbolza aussi. Donc là, on a commencé à travailler sur le logement social. Et vu qu'il n'y avait pas de vision globale sur cette zone, on a fait ce qu'on a aujourd'hui, c'est la développement. Juste pour un chiffre, alors je pense que entre Rahman et Dalbolza, on parle de 600 000 habitants. C'est une ville à part entière de 600 000 habitants. Il y a la partie balnéaire et il y a la partie de Derzouz. Et il a fallu trouver une solution aux citoyens marocains. Parce que ça ne pouvait pas suivre. Et même le moyen standing, il a atteint des prix incroyables. Le moyen standing, je parle de Bourgogne, il a atteint les 16 000 dirhams. Donc c'est plus le prix du. On a commencé à chercher, et c'est là où les promoteurs, on s'est dit, bon, allez, on va quitter Casablanca pour aller à 20 km de Casablanca, essayer de trouver du foncier pas cher là-bas, et essayer donc d'aller vers le régime dérogatoire, et essayer de déroger un petit peu quelques projets là-bas, et pour faire immigrer les gens vers Dalbolza. Parce que c'était la seule façon de réduire les prix de l'immobilier, c'est d'acheter le terrain pas cher et éventuellement emporter cette sur les prix et essayer de baisser les prix. Donc c'est là où mon expérience, moi personnellement, est rentrée sur Dalbolza. D'autres promoteurs aussi sont partis sur Bouscoula. Et les prix de l'immobilier ont baissé, ont chuté. Et on a fait du logement intermédiaire, pas du moyen standing. Le moyen standing n'a jamais été fait sur Dalbolza. Donc on était sur l'intermédiaire, sur de la belle finition, des complexes résidentiels, du collectif, avec des jardins. C'était en quelle année? C'était le phénomène a démarré entre 2010 et 2000. Bon. Donc en fait, vous avez créé la possibilité d'arbitrer pour les Casablancais, les gens qui sont entre Bourgogne, etc. Et mais en contrepartie, les consommateurs gagnaient du 40%. Mais gagner aussi 40% en temps de trajet. Au départ, il n'y avait pas de problème. Et après, la saturation va rattraper dans les également. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Sur la route Dalbolza, la route principale, la route des Emours, elle dessert aussi Sibalha. Oui, mais disons que la concentration n'est pas importante par rapport à Dalbolza. Mais c'est vrai que la majorité est concentrée sur Dalbolza. Maintenant, il y a un phénomène qu'on doit traiter tous,
c'est un phénomène, il faut changer les habitudes de l'usager, parce que ce qu'on remarque sur les parties appartements, pour un appartement, il y a 2 voitures. Quand on passe aux villas, il y a 3 voitures. Et est-ce que vous imaginez que si on prend le cas de monsieur et madame qui travaillent sur Casablanca, et chacun d'eux prend sa voiture pour aller à son travail, c'est problématique. Et des fois, on se retrouve avec le mari qui travaille en face de sa femme, il prend 2 voitures. Donc, en fait, la route elle est saturée, c'est problématique. Je pense que le problème va être réglé dans pas longtemps. Il y a un projet de trimé, je pense que c'est Boufous. C'est là où on a tous fait. C'est Rachid, il a des Donc, ce qui fait informations. que Barbosa, pour revenir un petit peu au sujet, Barbosa a démarré en 2009-2010. Après, il y a 2016-2017, où on devait passer de ville dortoir à une ville, quand même, il a fallu des équipements, des écoles, des centres commerciaux, qui ont été faits entre l'année 2016 et aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Barbosa, il y a 3 centres commerciaux, je pense, sur Barbosa. Il y a 2 écoles qui sont sur place, des grandes Même des écoles internationales. des écoles Beaucoup internationales, et beaucoup d'écoles sur Barbosa aussi. Ce discours-là aussi, le problème est réglé sur la partie équipement. Maintenant, ce qu'on espère pour les années à venir, c'est de régler le problème de la route. Et peut-être même du transport en commun, notamment un RER, pour relier à la exactement. Là, je pense que c'est la ville qui doit un petit peu penser la ville, et non pas les promoteurs, parce que les privés, je pense qu'ils ont fait le maximum par rapport à cette zone. Ce qu'on a mis en place là-bas, c'est correct, franchement. En termes de finition, comment le projet a été pensé, c'est très très bien. Maintenant, j'espère que l'État va prendre les choses en main et va compléter ce qui a été fait par l'État. Merci beaucoup, c'est Reda, pour ce rappel historique que vous avez fait. Vous avez écrit une partie de l'histoire de l'immobilier de cette zone, il faut le dire. Je vais revenir un peu plus tard sur la typologie des biens qui sont. Vous avez vu cette évolution depuis 2010, nous sommes en 2023. L'offre a évolué, la demande a évolué. Ce qui était au début un petit village de pêcheurs avec des surfeurs a complètement changé. C'est aussi valable pour Ouskoura, qui est devenue une ville à part entière. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir de quoi sera fait le futur. Comment vous voyez-vous le développement immobilier et urbanistique de cette zone? Avant de vous redonner la parole, je vais demander à Rachid Boufous. Vous avez évoqué un point important qui est celui de l'accessibilité à la zone de Barbosa, Sidi El Had, etc., avec une seule route. Aujourd'hui, ça fait partie des défis qui se posent face au développement de cette région. On parle de beaucoup de choses. On a parlé de Trémy, on parle de doublement de la voie. Enfin, tout ça, c'est des choses que tout le monde attend. Les premiers, ce sont les gens qui habitent là-bas, qui font des fois 1h30 pour rentrer à Casablanca, à telle enseigne que beaucoup de gens commencent à réfléchir à revenir à Casablanca avec toutes les contraintes de Casablanca, parce que ce n'est plus viable. Quand on a une famille, les enfants à l'école, il faut être au travail à 8h30, ce n'est plus possible. Donc, c'est Rachid. Je rappelle que vous êtes un architecte très actif sur cette région. Oui. Vous avez urbanisé une grande partie, beaucoup. Vous avez construit également. On aimerait avoir un petit peu votre vision d'avenir sur cette zone et qu'est-ce qui se dessine. Écoutez, moi je travaille sur Casablanca depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai vu un petit peu l'évolution de cette ville. Moi, je suis installé à Rabat, donc j'ai eu beaucoup plus de possibilités de développer Rabat, Casablanca. Là, ce n'est que récemment que je travaille sur des grandes opérations urbaines à Casablanca, qui sont effectivement d'envergure. Ce que j'ai remarqué à Casablanca, c'est que, et dans toutes les villes marocaines, c'est qu'on a jamais su faire la ville moderne au Maroc. On ne sait pas ce que c'est. On a fait un modèle millénaire,
excellent qu'on a inventé au Maroc, c'est la Médina, un espace démocratique où les pauvres et les riches habitent dans la même rue. On ne sait pas où se trouve le riche, où se trouve le pauvre. Ils ont les mêmes portes. C'est à l'intérieur que se trouvent les richesses. Et puis, le colonialisme est venu. Donc, c'était un colonialisme d'abord ségrégationniste, séparation des populations, parce que c'était un colonialisme hygiéniste. On avait peur des populations marocaines, parce qu'on mourait beaucoup de typhus et du fameux bouglip, qui est le choléra. Donc, les Européens ont préféré créer la ville européenne et laisser les autochtones dans leur médina. On interdisait aux gens de venir dans les villes modernes. Dans toutes les villes marocaines, il y avait des barrages de policiers. On avait besoin d'une autorisation pour se déplacer d'une ville à une autre. On ne le faisait pas sur le plan sécuritaire, mais sur le plan lié aux épidémies. Donc, on ne voulait pas que. Donc, c'était un colonialisme hygiénique. Et Casablanca n'a pas pu, c'est-à-dire lutter contre l'immigration à partir des années 40. Le terme bidonville est né à Casablanca, parce qu'on a ramené les populations pour développer la ville. La ville se limitait au boulevard Sartori, donc c'était un ring, ce qu'on appelle un ring, un boulevard circulaire autour du port. Tout est parti du port. C'était un village de pêcheurs il y a un siècle et demi. Maintenant, et c'est devenu en moins de 50 ans une grande métropole. Donc, ça crée des problèmes d'extension. Donc, au départ, on faisait habiter les gens dans des nouvelles arbres, dans des huttes africaines, avec des toits en chaume. Et puis, à partir des années 50, un architecte français, Ecochat. Si tu appelles arrivé aux années 50. On va rester là jusqu'à 2 heures du matin. Pour vous dire encore une fois que. Parce que je sais que tu es historien. Le problème de Casablanca est d'avoir un problème de sécurité. Ça a toujours été ça le problème. Donc, le développement de la ville, le développement urbanistique de la ville, une fois qu'on a lâché sécuritaire qui va déterminer. Une fois qu'on a lâché dans les années 60 le développement tout azimut des quartiers, on a fait de l'extension de la ville un peu de manière, c'est-à-dire anarchique, sans permettre aux gens, vraiment, sans permettre un urbanisme réfléchi. Un urbanisme réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on projette d'abord dans un espace les populations dans les 50 prochaines années, et on instaure d'abord les équipements en premier. C'est-à-dire les trains, les RER, les trams, etc. On aurait pu le faire. Et non le contraire, comme aujourd'hui, on vient rattraper les choses et on complique la circulation. Bien. À partir de 81, la donne change. Parce qu'après les émeutes de 81 de juin, on va créer les 5 préfectures avec le fameux titre de Wali, qui est juste un titre et non une fonction. Donc le grade de Wali n'existe pas. Il n'y a que le gouverneur de premier grade, deuxième grade. Et puis, on est passé de 7 arrondissements à 27 aujourd'hui. Donc, avec 27. Donc, ce qui fait qu'à un moment, en 87, 88, on s'est dit qu'il faut ouvrir de nouvelles zones d'urbanisation. Donc, on est parti au sud, à Darboisa. Darboisa, historiquement, appartenait à un seul individu qui s'appelait Gabriel Vert, dont le genre, c'était Jacques Jacqui, le fameux Jacqui, donc qui a créé et c'était un don de Moulay Abdelaziz à Gabriel Vert, 2000 hectares. Donc, Kollo, après. Donc, historiquement parlant, l'essor de Darboisa, le développement de Darboisa est antérieur à celui de Bouskoura. Bien sûr, parce qu'au départ, on s'est dit, on va. Les héritiers de Vert ont commencé à revendre le terrain à la découpe. D'accord? Et les premiers promoteurs sont venus, les Barada, etc. Ils ont commencé. Il y avait des élus, parlait de Blage, qui était maire de Darboisa, qui a vraiment lancé Darboisa. Les gens les Casablancais avaient une nouvelle façon de vivre. C'est-à-dire, ils avaient des villas en bord de mer. Et puis les plages privées. Voilà, plages privées, voilà, secondaire. Et puis, les gens habitaient la capitale tout en étant en villégiature. Donc, c'était. Tous les systèmes de villégiature, etc., sont nés à Casablanca, dans toutes ces zones-là, etc. Et donc, qui ont fait un peu partout, c'est devenu la règle. Et à partir d'un moment, la densité étant ce qu'elle est, parce qu'on est sur une démographie qu'on n'arrive pas à juguler au Maroc depuis 70 ans. Donc, tout le temps, on a besoin de construire, d'ouvrir à l'urbanisation. Même si les grands aménagements ne sont réellement, même si les premiers étaient en 1950, les vrais sont arrivés avec l'architecte Pinceau à partir de 81. On va en faire un peu partout. On va faire du règlement, du zonage, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est posé dans les années 2000 la possibilité sur des opportunités foncières avec les 3 opérateurs, de privé inclus celui public, d'aller vers la zone de Bouskoura.
Donc, le développement de Bouskoura est venu beaucoup plus à travers une opportunité foncière qu'à travers une projection raisonnée de ce que peut être la ville demain. Et en plus de ça, on a construit ces 3 pôles urbains sous le couloir aérien, ce qui est totalement aberrant. D'accord, en termes de pluie, en termes de maison, et à côté de la décharge. Ça n'a pas empêché que des milliers, des dizaines de milliers de Casablancais y habitent. Parce qu'encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les villes marocaines perdent tous leurs habitants à cause de la rareté du foncier. Le problème qu'il y a, c'est que les enfants, quand ils arrivent à un âge adulte, doivent aussi habiter, ne peuvent plus habiter les appartements avec leurs parents en centre-ville. Ils ont fait des études à l'étranger souvent, donc ils ont un petit pécule, donc ils se disent, j'ai besoin d'un appartement meilleur ou peut-être une parcelle de villa qui est le rêve de tout Casablanca. D'accord, d'habiter une villa. Une villa, ça veut dire qu'on est seul, sans copropriété, sans des gens qui y le bruit, etc. On ne partage rien. Ça veut dire que les gens, on partage la rue, on ne partage plus les étages ni les couloirs. Donc c'est un rêve de Casablanca. Donc là où on a eu les possibilités, c'est avec ces projets à Bouskoura, se sont créés. Après, il fallait ramener l'école aux enfants. Donc on a, avec, vous savez, les gens qui sont partis à Bouskoura, les gens quand même qui ont d'influence. Donc ils ont agi de telle sorte à ce que la mission, par exemple, se déplace vers les écoles privées, se déplace au plus proche de ce qui est une bonne chose. Mais on aurait programmé ça il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'aurait pas de problème. Donc on le fait aujourd'hui à Casablanca, pour résumer, pour terminer, que les additions de lotissement, la ville par addition de lotissement, et non de ville par projection stratégique. Il n'y a pas de réflexion urbanistique. Il n'y a aucune réflexion stratégique, il n'y a aucune réflexion urbanistique. Je n'ai jamais vu un directeur d'agence urbaine ou un gouverneur d'agence urbaine à Casablanca réunir les architectes ou les urbanistes au Maroc et venir créer un séminaire ou créer je ne sais pas, un think tank. Aucun Wally ne l'a fait, aucun Smith. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville se développe à chaque fois sur des opportunités foncières et sur des soucis sécuritaires. Il faut qu'on change avec cette approche. Problème de mentalité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui sont à Darboïsa, vous l'avez dit, sur les trains, etc. Moi, je travaille sur un projet à côté, sur 200 hectares, etc. Et j'ai rencontré les autres, etc. Je les ai convaincus avec une enquête de circulation sous les bras. Voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, vous allez nous autoriser. Vous allez autoriser aussi de gens à côté de Rahma, à côté de Darboïsa, etc. On aura des goulots d'étranglement qui existent encore une fois aujourd'hui déjà. Donc, c'est quoi la solution? C'est de passer par des trémies, par des giratoires, etc., d'élargir la voie ancienne, la route nationale voilà, et aujourd'hui, voilà, et on va faire des trémies. Ça va se faire quand? Alors, ça va se faire quand on a eu le budget, il est validé aujourd'hui, c'est 1 milliard de dirhams qui va être investi par le ministère de l'Intérieur et de l'Équipement. Combien de trémies il y aura? 5. Ça va démarrer à quel... Ça démarrera à peu près après la rocade en Morocomole, un peu sur le grand rond-point d'en haut. Oui. Et on fera en fonction des séquences. Il y aura d'autres... On est en train de voir la possibilité d'ouvrir des voies en aval à partir de Darboïsa sur l'autoroute directement pour décongestionner, parce que c'est beaucoup plus simple. Il y a des gens qui habitent en entrée de ville à Casablanca, donc c'est pas la peine de traverser tout Casablanca pour aller du côté de l'Oasis ou de Kherref. Il faut qu'on trouve des pénétrants, 2 ou 3 pénétrants, qui sont en cours d'être étudiés par les autorités. Il y a une question d'expropriation etc. L'essentiel, encore une fois, c'est que cette voie soit décongestionnée, soit réduite en termes de TNGA, donc c'est-à-dire de voitures par jour. Hein. C'est comme ça qu'on calcule le flux journalier de voitures. Donc il y a des études scientifiques très, très poussées là-dessus. Il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés. Donc on a fait des études comme ça. L'engagement est là. Le démarrage normalement en janvier. Janvier 2024. Janvier 2024. Et on aura quelque chose comme sur les 2 prochaines années pour les réaliser les 5. Un enfer pour les automobilistes pendant 2 ans. Non, parce que c'est étudié de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'enfer. Un peu comme le tramway à Ouladziane. Non. Un peu comme le tramway à Ouladziane. Non, parce que, encore une fois, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Soit on décongestionne cette route, soit on la laisse, et elle sera saturée fin 2024. Et c'est une condamnation de toute la zone, et je pense que ni les promoteurs, ni les gens qui habitent ne le veulent. Non, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il
il faut aussi que les habitants. Le covoiturage, quand même. Non, c'est aujourd'hui, les gens demandent aux autorités, depuis 15 ans, qu'ils habitent à Bouskoura, à Gaza, de trouver une solution. Maintenant que les autorités trouvent une solution, on ne va pas commencer à chipoter, là, on va avoir des travaux, là, je trouve l'après-midi à Gandhi, quand on a ce qui est beau, il est réglé. Et pourtant, les autorités veulent faire d'autres émissions sur le boulevard, sur la route du Jadida. Ouais, il y a un taux des populations incroyable. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être un peu raisonnable. Permettez-moi, on va y revenir. J'ai un petit désaccord par rapport aux reproches que vous faites aux populations qui se plaignent des travaux qui vont durer 2 ans alors qu'eux-mêmes veulent ces travaux. Et d'ailleurs, je vais m'orienter vers ces Halifi. Si j'ai bien compris, ce que disait Rachid Boufous, c'est que toutes les erreurs qui ont été commises à Casablanca, qui ont abouti à un développement anarchique, quelque part ont été reproduites à une plus petite échelle à Darboisa et à Bouskoura. C'est qu'on a autorisé un développement immobilier et financier sans l'inscrire dans des visions préalables qui normalement auraient dû commencer par des infrastructures, puis autoriser le développement. Et là, on cherche à rattraper le retard à Darboisa et à Bouskoura comme on cherche à le rattraper à Casablanca. Mais, quand même, il y a une logique de taille. Des erreurs commises à Casablanca sur 40 ou 50 années, ce n'est pas la même chose que des erreurs commises à une petite échelle comme Darboisa ou Bouskoura. Donc pour vous, il n'est pas trop tard, pour des zones comme Darboisa ou Bouskoura, de rattraper le retard infrastructurel tout en permettant aux promoteurs immobiliers de continuer à développer des projets en synergie avec le développement des infrastructures. Oui, on va revenir. Le livre d'histoire est long. Quelle page il faut absolument revenir à l'histoire. C'est que. Mais c'est les années 20. Et ce mois, c'est les années 20, pardon. Voilà, moi, je ne vais pas revenir aux années 20, parce que je vais juste revenir à l'historique, au démarrage de la promotion immobilière. Parce que cette promotion immobilière, c'est un métier qui est nouveau. Tout à fait. Là, dans les années 80, il n'y avait que d'autoconstruction. Voilà, j'imagine que chacun de nous, les parents disent, on n'achetait pas chez les promoteurs, là, chez les canaux de promoteurs, c'était très rare. Donc, la profession elle-même est nouvelle. Elle a 30 ans, 35 ans de vie. Donc, le retour sur l'expérience aujourd'hui, moi je l'ai bien dit tout à l'heure, il a fallu régler un problème chez le consommateur final. Parce que, soit on règle le problème dès le prix, c'est pour cela qu'on est parti vers les zones. C'est vrai que c'était anarchique, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la municipalité de Darboza était commune rurale jusqu'à 2009. Commune rurale. Elle est passée municipalité en 2010 ou en 2011. Elle est passée municipalité. Avec un budget qui est d'une commune rurale. Donc même pour faire je me rappelle, même pour faire les petites routes à l'époque, etc., j'ai eu des promoteurs immobiliers qui faisaient ça. Les infrastructures, l'assainissement, on avait un problème d'assainissement, on avait un problème d'eau pluviale. Sachant bien qu'on avait la mer qui était jusqu'à 500 mètres. Il a fallu créer des galeries, faire des investissements, et même la LIDEC à l'époque n'a pas suivi. Le problème est toujours d'actualité. L'assainissement et les eaux pluviales, c'est l'inondation. Oui, sur la partie, ouest-est, qui n'est pas encore assaini. Maintenant, la partie d'Alpesa, là où il y a l'urbanisation, tous les projets qui sont en bord de mer, là, c'est vrai, l'assainissement il est fait, il est réglé. Une partie à gauche, en venant d'Alpesa, elle est assainie. La partie à droite, effectivement, elle n'est pas encore assainie. Donc là, à Kenya, je pense qu'ils vont travailler avec les demandes de devoirs. Donc, plutôt, là, ça rentre, je pense, dans les budgets de l'IDAC. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai bien dit tout à l'heure, ce qui a été fait, c'est formidable dans un sens, mais on a raté ce côté-là de la voirie. La voie principale. Mais là, ce n'est pas les promoteurs, c'est l'État. Ça, ce n'est pas les promoteurs, c'est l'État. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que sur la route, elle appartient au ministère de l'Équipement. Oui. C'est notre problème. Donc, même pas les collectivités locales, même pas au niveau des communes de Kéyintima, parce qu'il y a une commune d'Albeza, il y a la commune de Zeus, il y a la commune de Hassani, il y a la commune d'Enfa qui partagent la voie. Le Had, la commune de qui partagent très quasiment le coup là. Je connais des travaux. Déjà, juste si je répète, sur la partie Rahman, ils sont restés 10 ans
à mettre en place une voie pour dédoubler les projets cliniques. Parce qu'il n'y avait pas un accord entre les gars qui travaillent d'abord et la CITI. L'idée a été toujours déphasée et décalée par rapport à tout. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème de coordination. Donc il y avait un problème de coordination. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le problème va être réglé. On va continuer, nous développeurs, à développer cette voie-là. Parce qu'il y a des projets qui sont toujours en cours d'autorisation, il y a des projets qui ont été autorisés, il y a des projets qui sont en cours. On va être patient. Maintenant, un an, je pense que les deux trainings importantes, on met des radicaux sur la route d'Azimov, côté le petit rond-point là qui est en CEC-3D, parce qu'elle dit qu'elle va régler un grand problème. Et le deuxième problème, c'est au niveau du rond-point d'Aroca. Oui. Vraiment, je pense si on lance les 5 trainings, je pense dans un an, je pense d'ici fin 2024, une bonne partie du problème va être réglée. Là, j'ai une autre question, parce qu'on a beaucoup parlé de la Bossa, très peu de Boscola. Moi, en tant que visiteur, quand je me balade à Boscola, j'ai l'impression, peut-être très erronée, que c'est beaucoup moins anarchique que d'Arboisa. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que peut-être c'est également dû au fait que les habitants de Boscola ont plus de leviers, d'influence et de. Il a parlé de 3 projets. Les 3 projets sont constitués en GIE. Il a fallu régler le problème de la route de Piste-Tête sur un investissement de 1 milliard d'euros qui a été fait, je pense, il y a 5-6 ans, sur la route de Piste-Tête. Et vu que les projets étaient importants, on parlait de 500 hectares sur le total des 3 projets, vu que le projet était important, et les 3 groupes étaient aussi des grands groupes, donc ils ont pu lever 1 milliard d'euros pour faire cette route qui a été réalisée par le GIE. Donc en fait, c'est des équipements publics pris en charge par le privé. Pris en charge par le groupe d'intérêt économique. Ça a aussi des inconvénients. C'était une compensation parce qu'ils ont entièrement une dérogation plus importante. Donc ça compensait, donc en fait ça compensait. Mais en termes d'exécution, mais en termes d'exécution, ce type de travaux, normalement, c'est à l'État de le faire, même pour une meilleure, je dirais un meilleur rendu, une meilleure qualité. Parce que, comme vous l'avez tout à l'heure soulevé, si un promoteur fait chacun sa part d'un équipement public, à la fin, le résultat qu'on a, il n'est pas uniforme. Moi, je reste une personne optimiste. Oui. Revenir vers ce qui a été fait, ça fait différence. D'accord. Il faut qu'on règle le problème de l'avenir. Et je pense aujourd'hui qu'il y a une réflexion au niveau des autorités, il y a une grande réflexion pour régler tous ces problèmes. De connecter la ville. Parce qu'aujourd'hui, c'est des villes. Par d'Arboisa, de Boussoura. Il y a une chose. Il y a une 3e zone qui arrive. C'est Zneta. Et là-bas, on a un grand projet là-bas de 1800 hectares. Là, on est en train de travailler des nouveaux projets d'urbanisme. Là, on ne va plus revenir sur l'anarchie et de lancer des plans d'aménagement à droite et à gauche. Là, c'est des zones qui vont être travaillées par un seul groupe. Et là, on a fait les grandes infrastructures ont été faites. Oui. D'ailleurs, je vous invite à visiter un petit peu ce matin. C'est formidable ce qui a été fait là-bas. On a un 2e projet sur le Casablanca aussi. Mais on n'a pas l'expérience. Belle expérience. Je vous invite à aller visiter un petit peu le Casablanca aussi. Ça, c'est une nouvelle expérience en fait qui vont un petit peu changer et basculer avec le plan d'aménagement, le fameux où on travaille d'une manière anarchique. On travaille une petite parcelle, 2 hectares, 1 hectare, 3 hectares, 10 hectares. C'est normal, le rythme il est comme ça parce que c'était pas homogène. Qui a mis son plan, chaque architecte pensait son projet, les voiries, ils n'étaient même pas calés, bien calés. Donc, maintenant, je pense que le problème va être rattrapé sur le futur. Donc, en fait, on a eu 2 brouillons. Pour bien réussir. C'est un porte-bonheur. Oui. Alors, je vais revenir sur Darboisa. Parle bien dans le micro. Je pense quand même quand ils vont lancer les travaux, il ne faut pas chipoter, mais je pense que tout le monde va stresser quand même par rapport à ça. Ouais. Je me pose la question de la route parallèle. Est-ce qu'elle va être avec? Parce qu'on se pose tous la question. Quand est-ce qu'ils vont. Parce que ça aussi, ça va. C'est 50% du trafic aujourd'hui qui est sur le monde. Bien sûr, c'est des choses.
Ça dit quoi? De toute façon, c'est des choses qui ne se font pas à la légère, elles se font en coordination par les autorités, comme il vous a dit. Khadi Claudio prend un statut particulier parce que c'est une ancienne groupe nationale, n'a jamais été déclassée pour qu'elle devienne urbaine, alors qu'elle est traversée, enfin, qu'elle traverse plusieurs municipalités, enfin plusieurs arrondissements, donc elle devait appartenir aux collectivités locales. D'ailleurs, ça pose le problème de la faisabilité là, ça a été réglé. Ça a été réglé en partie par le ministère de l'Intérieur, etc. Bien sûr qu'il va y avoir des voies de déviation, bien sûr qu'il va y avoir des choses qui vont être préparées pour atténuer au maximum la gêne que ça va occasionner. Parce qu'on sait, effectivement, c'est gêne. Mais aujourd'hui, l'expérience a montré que, à Tanger, à Rabat, on réalise des trainings en 3 mois. Oui, c'est vrai. Effectivement. Donc, sans déranger. À Casa, parce qu'il y a un problème de gouvernance à Casa. C'est pas la nature du sol. Je pense que ça va changer. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un Wali qui a réalisé des trainings en 3-4 mois, surtout celle de Zaya, etc. à Tanger. C'est un spécialiste, il n'y a que 2 Wali au Maroc qui sont spécialistes de ça, celui du travail, celui de Casablanca. Et on vous a ramené aussi un Wali présent. Chose qui n'existait pas à Casablanca depuis une vingtaine d'années, depuis Sidneyma. Donc c'est quelqu'un qui est très proche d'abord des architectes, des ingénieurs, il donne beaucoup de Ça va bouger. et aussi c'est quelqu'un qui est à l'écoute des promoteurs. Pour lui, il faut que les gens réalisent les projets. Donc c'est quelqu'un qui est anti-frein administratif. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les Casablancais, pour les promoteurs, mais aussi pour les opérateurs dans différents domaines. À l'arrière, en avant, il faut travailler. Moi, aujourd'hui, si je venais à réfléchir sur Casablanca, d'abord, je réfléchirais sur deux strates. La première strate, c'est d'abord une étude, pas de marché, mais une étude de la société casablancaise. Voir aujourd'hui les habitudes des gens, qu'est-ce qu'ils occupent comme espace, combien de personnes par mètre carré à Casablanca. On peut travailler sur les recensements qu'on fait tous les 10 ans, qui sont très bien faits par le HCP. C'est une base. Sur un projet similaire que j'ai eu, j'avais convaincu le client avant de définir le prix de vente et la surface à mettre sur le marché. Il y a des opérateurs qui vont venir développer. D'abord d'étudier la ville de Rabat. J'ai fait un document, j'ai étudié la ville de Rabat depuis 200 ans. D'accord, la surface, etc., occupée. Et on est arrivé sur quelque chose de simple, c'est qu'aujourd'hui, la taille moyenne des appartements à Rabat tourne aux alentours de 110-120 mètres carrés. Donc déjà, ça donne de la visibilité aux promoteurs par rapport à la programmation de leur... Donc c'est le marché qui fixe en fait la surface. Exactement. À partir de là, on a défini les prix. C'était le principe des 33. C'est-à-dire 33 pour le foncier, 33% pour le foncier, 33% pour la construction étude et 33% pour les marges. D'accord? Et on avait fixé même des taux qu'on avait calculés avec des théories, avec des choses. C'est clair. Pas de marge annuelle. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, le problème auquel on est confronté, je tire la sonnette d'alarme. Dans les prochaines années, nous allons atteindre le plafond des possibilités d'endettement des ménages pour les logements de moyen standing et de haut standing. Je dis aux promoteurs, je dis à l'État d'intervenir massivement pour réduire le prix du foncier d'une façon ou d'une autre. Donc il faut injecter du foncier. Et il faut injecter de l'argent dans les matériaux de construction pour que ça reste raisonnable. Avec un gasoil à 14 dirhams, tout a doublé en 20 ans. Il faut faire très attention à cela. Quand les gens aujourd'hui, on vous parle de 24 000, 30 000 dirhams du mètre carré, combien il faut gagner d'argent pour financer ça, en sachant que nous avons tous des enfants dans des écoles privées, qu'il faut financer les études des enfants à l'étranger, etc. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, les Marocains qui ont quelque chose qui se tournent là-dedans, etc., à côté de l'Église. On dit encore une fois, c'est plus cher nous sommes sur une inflation. C'est plus cher ici oui, justement, nous sommes sur une inflation des prix qui n'a aucune commune mesure, aucun rapport avec l'évolution de l'économie marocaine. D'accord? Le foncier aujourd'hui, il y a 40 ans, le foncier au Suisse
Bir Qasim, qui est aujourd'hui les quartiers les plus chers avec celui de la Pinède, il valait 300-350 dirhams le mètre carré. Aujourd'hui, en même temps, fait Rachid, rapidement, une phrase, je vous en même temps, le crédit immobilier, en même temps, le crédit coûtait très cher. On est passé de 13 Je ne suis pas 14. démocrate. Mais le taux d'intérêt des banques, elle est pas. Là, le taux de rien, les taux ont diminué. Les taux ont diminué. Ça crée de l'inflation. Eh bien, attends, les taux ont diminué par rapport à ce qu'il y avait il y a 40 ans. Voilà. D'accord. Je vous donne une information. Aujourd'hui, novembre 2023, le prix du foncier au Suisse, d'accord, le parcellaire est à 2000 et pas 7000 dirhams. D'accord. Il y a 3 ans, il était à 4000. Vous imaginez en 3 ans, 50%. et il y a 40 ans, il valait 300 dirhams. Donc encore une fois, pour revenir, par rapport à Casablanca, les quartiers, aujourd'hui, si je venais à programmer quelque chose à Casablanca, aujourd'hui, je fais la liaison entre Dargoessa et Boscoura, par Oulad Saleh, Garon, etc. Toutes ces zones-là, je l'ouvre tout de suite à l'urbanisation et je fais un RER. D'accord, je fais un RER circulaire. Je l'emmène jusqu'au nouveau stade à Bissliman. Aérien ou là? Le problème le métro de Moscou est à 70 mètres. D'accord. Casablanca, effectivement, c'est une ville qui mais c'est rien. C'est rien, ouais. Il y a 50 mètres, vous êtes le métro. En concession, d'accord. Donc, encore une fois, faites aujourd'hui une ville, je parle d'une ville, une ville circulaire, كتمشي من داربويسا وكتدوز على بوسكوره وتمشي حتى لسليمان, il y a du terrain, Sidi Hajjaj, tout ça, il faut ouvrir tout ça à l'urbanisation, permettre aux gens, encore une fois, moi je suis pour l'abrogation des plans d'aménagement, tant qu'on les connaît, avec le COS, les CUS, etc., qui ne veulent rien dire. Il faut faire les voies, les réaliser par l'État et non par les promoteurs, donner aux gens les droits de construire. Brassi, il dit R+50, au-delà de R+4, il paie le droit à l'air. D'accord, le droit de construire, ou l'argent qu'on retient, on le met dans un fonds des infrastructures pour faire des infrastructures avec des trains régionaux. C'est Rachid, merci. Je vais vous poser une question qui est pratico-pratique. Aujourd'hui, vous avez un historique d'à peu près une quinzaine d'années sur Darboisa. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'Darboisa parce que vous êtes un acteur important, un opérateur, développeur important de la région. Comment a évolué la demande et l'offre sur ces 15 dernières années? Et qu'est-ce qui aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on a abordé, problème de pouvoir d'achat, problème d'accessibilité, qu'est-ce qui aujourd'hui marche encore, qui peut encore marcher dans les années à venir? On a eu tout à l'heure une part de la réalité avec Zineb Bouhiyed qui nous a montré la physionomie de la demande. Je ne vous ai pas entendu, vous avez parfois commenté certains slides, mais j'aimerais savoir aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui va fonctionner dans les années à venir. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, déjà, ce qui a été fait, je pense que l'étude qui a été faite par le web est pertinente, quasiment, et reflète un petit peu. Donc il est conforme à la réalité. Il est conforme à la réalité. Donc, sur Darboisa, effectivement, il y a une demande une forte demande sur des produits à 750 000 dirhams, 800 000, 900 000, jusqu'à 1,5 million. Je dirais même 80% qui se situent entre 750 000 dirhams et 1 million. Maintenant, on est confronté à un grand souci. C'est du foncier, il a parlé d'une chose qui est importante, c'est le foncier. Le foncier, on ne le maîtrise pas. Parce que ce foncier-là, il appartient soit au particulier. Donc là, on ne peut rien faire. C'est l'offre et la demande sur le foncier aussi. Et il y a du foncier de l'État. Alors, si on veut sauver le consommateur, et pour que ce consommateur à 750 000 dirhams reste sur un logement de 2 chambres salon, parce que ce qu'on a offert pour le temps,
Vous avez parlé de moins 40% par rapport à Casablanca. Moi, je peux vous donner une statistique qui est réelle. C'est avec un foncier qui était abordable, on a pu avoir des appartements à 770 000 dirhams. De quelle superficie? De 80 mètres carrés de superficie. Donc on a pu le vendre. Et sachant bien qu'on était sur une résidence en collectif, on était sur une résidence avec fermée, avec sécurité, des piscines, des salles de sport, des espaces communs, avec une valeur ajoutée qu'on ne trouve pas Casablanca. Franchement, on était sur un prix du moyen standing avec une prestation de l'habitat intermédiaire. Donc, si je n'aime pas trop le terme de standing parce qu'il n'est pas défini, mais c'était du bon standing, à 9 000 balles. On avait cette opportunité-là. Pourquoi? Parce qu'on achetait le foncier à un prix raisonnable. C'est quoi un prix raisonnable? Quand on parle d'une zone là où on parle d'hectares, on ne parle pas de 300-400 mètres carrés, on parle d'hectares. Là, on achète le foncier à 700 000. 700 000, d'accord. Aujourd'hui, le prix du foncier a doublé. Et il est disponible? Vous le trouvez toujours? Il est là, il est disponible. Donc, maintenant, il y a les qui se développent. Qui est quasiment un peine aidé. Je pense que dans les zones, il reste 90% du foncier. Mais est-ce qu'il y a une demande pour vous la Il y a toujours une demande. Le zone, c'est combien d'un peu? C'est en face d'Alouza. C'est le côté vert. C'est le côté. Le prix a doublé. Automatiquement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réduire les surfaces. Pour qu'on garde le fameux 750 comme de 800 000 dirhams. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur Casablanca? Moi, je me rappelle, Mme Loyed a parlé elle a fait une intervention il y a 6 mois, il y a 3 mois, elle a parlé de la concentration de la demande sur Casablanca. Et malheureusement, les chiffres sont sortis sur des sujets. Et si vous imaginez qu'aujourd'hui, le Casablancais qui vivait dans du 3 pièces salon, maintenant il est passé à 1 pièce salon. Maintenant, il y a plus un développement sur une chambre salon, parce que c'est une chambre salon, ce qu'on vendait d'ailleurs 2000-2001, 3 chambres salon, 120 mètres carrés, on le vendait à 700 000. Aujourd'hui, on vend un studio à 1 million de dirhams. Est-ce qu'on parle des mêmes Casablancais? Parce que la nouvelle génération, jeune, etc., est plus mobile, ça l'arrange, mais qui ne fait pas. Mais c'est pour cela Elle va se marier. Marie Blanche, Marie Exactement, donc pour revenir, l'inflation qui tue l'immobilier, c'est l'inflation sur le foncier. Elle tue le consommateur. C'est là où on est vraiment massacré. Parce que des fois, le prix double. C'est énorme. Parce que la charge foncière est double. Oui, c'est bien. Hein? Donc, voilà, donc j'espère qu'il y aura du foncier public qu'on pourra éventuellement développer pour stopper cette inflation-là et rester sur des prix raisonnables. Parce qu'on a parlé du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, il est ce qu'il est. Hein? Il n'y a pas eu d'augmentation sur les salaires. Si on pose la question un peu plus souvent, les sociétés, les multinationales, ils ont augmenté le personnel de 7%, 8%. Alors que l'inflation, elle a atteint les SMIC. Elle a été sur 8% annuel. Annuel et donc cumulé. Donc, cumulé, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà. Merci beaucoup, Cyril. Vas-y, tu voudrais rajouter quelque chose avant de donner la parole à l'auditoire? J'avais juste une question parce qu'on était confrontés à cette. Je reviens désolée sur cette question de qu'est-ce qui va se passer par rapport à la vente. Si c'est aussi imminent, pourquoi ne pas l'avoir communiqué? Parce qu'il y a plein de promoteurs qui ont mis en stand-by leur projet. Ça, c'est une réalité. En attendant de voir ce qui va se passer par rapport à ces bourses. Il y a des personnes qu'on connaît tous qui déménagent. D'abord ceux qui ont voulu acheter, qui n'achètent plus. S'agrandir et qui se sont dit non, mais a priori déjà les habitants sont en galère, on va voir ce qui va se passer par rapport aux routes. Et puis il y a un phénomène de retour vers Casa qu'on voit depuis un an et demi. Des gens qui sont à Dakoïsta qui n'en peuvent plus. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Si les travaux vont démarrer en janvier 2021, ça aurait dû être communiqué parce que je pense qu'on aurait pu voir d'autres projets arriver. Les gens auraient pu, on va dire, anticiper leur projet de vie. Alors pourquoi avoir laissé ça, on va dire,
entre guillemets, caché. Peut-être les grands promoteurs le savent, mais je peux vous assurer que, en tout cas, la majorité de ceux avec qui on travaille se sont posé la question et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu anticiper. Juste pour corriger ça, il y a eu 2-3 articles sur le sujet durant l'année dernière. D'accord? L'annonce a été faite. Ça ne fait pas la traînée. Ça veut dire que celui qui a donné l'information a appelé le journaliste pour lui donner cette information. Donc l'information a été communiquée. Maintenant, le problème, et je vous rejoins, pourquoi on ne donne pas des dates, pourquoi on n'est pas transparent sur la réalisation. Il n'y a que vous qui avez dit que c'était janvier 2024, 5 février. Et même ce que je vous dis risque de changer. Ah d'accord. On parle en toute confidentialité entre amis. Confidentialité en live. C'est ça justement pour mettre peut-être la pression sur peut-être mettre la pression sur les autorités pour leur dire il faut communiquer, effectivement, et il faut informer les gens, parce que c'est l'avenir de dizaines de milliers de gens. Et encore une fois, c'est le rôle des élus, c'est le rôle des autorités, et c'est ça le problème partout. C'est-à-dire que l'urbanisme au Maroc est toujours quelque chose de tabou. On ne veut pas communiquer les projections des plans d'aménagement jusqu'à la dernière minute. On fait une petite enquête la petite enquête publique qui dure 1 mois, etc. Pourquoi cacher? C'est-à-dire pourquoi, et en plus de ça, moi je ne comprends pas pourquoi on a peur des promoteurs. Pourquoi le promoteur est éliminé? Pourquoi on refuse qu'il gagne de l'argent? Cet argent, il va bien l'investir au Maroc. Il ne va pas l'emmener en Suisse. Sinon, les mecs vont le piquer dans des placements douteux. Donc, il va l'injecter au Maroc. Donc, il faut donner de la visibilité aux opérateurs, quels que soient les opérateurs. Aujourd'hui, on parle de zone logistique du côté d'Al-Rahma, etc. On ne donne pas de visibilité aux opérateurs. On ne donne pas à l'Est. Pourquoi on ne programme pas justement ce second ring qui fera le tour de tout Casablanca et y mettre tous les moyens c'est-à-dire de transport. Donc, pour les 20 prochaines années, pour les 10 prochaines années, vous imaginez aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Il y a des route qui est le Boscoura, route de Jadida. Oui. Vous savez, entre 18h et 20h, c'est à éviter. Alors, imaginez qu'il y a une autre route qui vient par la rocade extérieure, qui aboutit à le rond-point, il y a le bricolage. Oui. Vous imaginez que c'est le seul point aujourd'hui de raccordement entre le nord du Maroc et le sud du Maroc, qu'il est pris partout, les semi-remorques, les jalines ou les radiers. Alors imaginez si demain il y a un problème avec le rond-point. Le Maroc est bloqué, le nord et le sud. Aujourd'hui, en 2023, on parle de expropriation pour faire l'autoroute qui va partir de Tchetamalle pour aller vers Barchid, etc. Pourquoi l'avoir pas fait il y a 15 ans? Pourquoi tripler aujourd'hui la rocade? Ça ne sert à rien. Il faut aujourd'hui faire une deuxième autoroute qui part de Barchid, la parallèle par Besliman et aboutir jusqu'à Thamsna, d'accord? Et on double. C'est comme ça qu'on gestionne un pays. C'est avec des projections. On les dessine et on va chercher à l'international des financements. Mais on ne les dessine pas, on reste jusqu'à la dernière minute, on dit ok, on lance le truc. Le prix de l'autoroute aujourd'hui n'est pas le prix il y a 40 ans. D'accord? C'est maintenant qu'on se rend compte qu'il faut faire des choses, qu'il faut faire. Mais encore une fois, c'est ça le problème. C'est le problème de l'intelligence qui existe dans le public et dans le privé. Et on n'écoute pas assez le privé, à mon sens, dans ce pays. On devrait le faire. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. Si vous permettez, si je peux répondre, il a tout à fait raison. Il faut capter ces histoires d'immobilier, d'évolution de l'immobilier sur les salaires, sur les revenus, c'est important. En France, on a fait quelque chose qui est très intelligent, qui marche très bien. Aujourd'hui, ils ont un indice, quartier par quartier, etc., où se trouve le prix du mètre carré. Vous le voyez dans toutes les revues aujourd'hui, par exemple sur Paris, arrondissement par arrondissement. Ça donne aux gens la visibilité là où ils veulent habiter par rapport au prix du mètre carré. Comment ils sont arrivés? Ils ont créé simplement un registre anonyme qu'ils ont déposé dans toutes les communes. Ce registre, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a toutes les déclarations des ventes faites par la conservation foncière. Les noms sont biffés, bien sûr, c'est totalement confidentiel,
Mais c'est écrit sur ce registre que dans telle rue, à tel numéro d'immeuble, le prix du mètre carré a été vendu à temps. D'accord? Donc, et ce registre est public. La transparence totale, vous pouvez aller dans les mairies, consulter ce registre. Qu'est-ce qu'il permet de faire ce registre foncier? Il permet de casser la spéculation immobilière et surtout les affaires de noir. Parce qu'on part sur une déclaration universelle à tenter. Donc, si le gars a vendu son appartement à 200 millions, mais il n'a déclaré que 120 millions, c'est 120 millions qui vont être inscrits sur le registre. Donc, vous, quand vous venez pour acheter, même si le gars vient vous dire c'est 200 millions, etc., non, monsieur, nous avons un registre officiel à 120 millions. C'est des outils simples et qui permettent de réguler le marché. Et en même temps, ça donne aux citoyens l'accès total et sincère à l'information. C'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Quand on parle de foncier spéculatif, c'est à la parole. Le gars se réveille le matin et dit mon terrain, il vaut 2000 dirhams. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a aucun rapport avec la réalité économique. Comment dans un pays où on gagne... Si on lui donne, ça devient la réalité. S'il y a des gens qui payent comme S'il y a des gens qui payent 2000 dirhams, les gens vont payer parce que, encore une fois, ils veulent habiter dans un endroit, parce que pour eux, c'est un projet de vie que d'habiter dans un appartement. C'est pas, on ne prend pas une décision d'habiter dans tel ou tel quartier comme cela. On cherche la proximité des centres commerciaux, des écoles, etc. Donc, c'est un projet de vie. Pourquoi des gens utilisent et jouent avec ce sentiment sincère de vouloir habiter dans un endroit et ils spéculent dessus. Donc il faut un élément régulateur. C'est qui le régulateur dans une nation? C'est l'État. Or l'État aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, l'État se mêle de tout, sauf de la propriété privée. Il ne veut pas s'immiscer parce qu'il se dit aujourd'hui, la propriété privée, elle est privée. Moi, je ne veux pas rentrer ni pour réguler ni par que ce soit. Je dis non, c'est une faute fondamentale. Il faut réguler. Et nous avons des outils étatiques aujourd'hui pour acheter du terrain. Les terrains domaniaux, les terrains de l'État, la direction des domaines a l'obligation au Maroc d'acheter tous les ans du foncier. Elle doit toujours avoir de la réserve. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi aujourd'hui, puisqu'on est sur des problématiques de plafond des prix de vente, pourquoi on ne régule pas le marché locatif? Pourquoi on ne le crée pas? Une simple loi qui protège le propriétaire et qui protège le locataire 50-50. Je suis désolé, les gens ne veulent pas louer parce que le gars qui loue ne veut pas sortir parce que la loi le protège. Il faut que ça arrête, il faut que ça s'arrête. Il faut permettre le locatif et il faut permettre la location-accession, que les gens louent et au bout de 20 ans, 25 ans, ils sont propriétaires et qu'on transfère leurs droits aux ayants droit après leur décès. C'est des choses simples à faire. Il faut pas, là, on n'est pas au Japon ou là pourquoi tu ne pas un peu, là, parce que je t'ai vu faire la limite, bon, je te connais. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je connais assez de transcrits sur les bords, mais bon, parfois tu deviens speed. Mais pour vous dire encore une fois que les outils de régulation, nous pouvons les inventer. Faites appel au privé, que ce soit les promoteurs, que ce soit les architectes, que ce soit les professionnels qui sont dans le secteur. Venez inventer un nouveau système. Le promoteur, là, tu lui imposes un cahier des charges, là, parce que... La méfiance. Chauffe. Moi, je dis une chose, c'est qu'il faut arrêter avec les idées reçues, de croire que les promoteurs gagnent du 500%. Ne dure pas. Les études sérieuses ont été faites par des banques marocaines sur les marges des entreprises, des promoteurs, ils sont à 13-14% une fois qu'ils ont fini. Donc, encore une fois, il faut que l'État change de mentalité. Alors, voilà. Monsieur, merci infiniment. Il y a une question derrière, je vais vous passer le micro. J'en profite pour passer ma question à Khalifi. On n'a pas beaucoup parlé de Skoda, parce qu'effectivement, il y a une antériorité de la peut-être qu'il y a moins de problèmes. Moins de problèmes, effectivement. Mais j'ai une question, est-ce que... Le problème de la vente, ils sont aussi. Non, moins grave. Alors, il y a deux choses par rapport à Darboisa et de Skoda. Premièrement, Darboisa est une station balnéaire. Enfin, c'est la mer. Ce qui n'est pas le cas de Skoda. Ce n'est pas les mêmes... Voilà. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui introduisent un autre arbitrage, qui est un arbitrage climatique. C'est-à-dire, Darboisa, c'est un microclimat plutôt sec,
Non, pardon, voilà. Ça, c'est plutôt unique. Est-ce qu'il ne faut pas introduire également d'autres variables pour comparer les deux zones de Commençons d'abord par enlever la décharge. Aujourd'hui, isoler un bâtiment, je pense que c'est une obligation de chaque promoteur. C'est un confort. Moi, je vous parle, c'est une expérience que j'ai vécue moi-même. Depuis 2018, tous les projets du groupe ont été certifiés HUE. Donc, quand on parle du HUE, on peut faire même dans du logement social. Juste, ça n'a pas été encore démocratisé. Vous parlez des subventions. Les types de subventions dont on peut parler, c'est des crédits gratuits qui sont donnés par des banques internationales. Et ça reste du crédit. Maintenant, il y a d'autres aléas. Il y a l'inflation sur les matériaux de construction. Vous avez remarqué ce qui s'est passé les 3 dernières années. On a un seul élément qui a été triplé, le prix de l'eau a été triplé, c'est le verre. L'aluminium, le prix de l'aluminium a été doublé. Le bois, il a atteint le double. Rajouter, sachant bien que je reviens toujours sur ce que vous êtes en train de dire, la partie écologique, elle est aujourd'hui introduite dans quelques bâtiments. On essaie plus ou moins, sur le nouveau cahier de charge du logement social, d'introduire ça aussi. Ça va évoluer. Je pense qu'on sera obligé, demain, tous les promoteurs seront obligés de s'adapter à l'exigence de la clientèle. Aujourd'hui, le client marocain, ce n'est pas le client d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le client achetait des murs. Aujourd'hui, il achète un lifestyle. Aujourd'hui, il achète un environnement. Il ne veut plus acheter des murs. Donc, on a introduit, quand on en parlait tout à l'heure du collectif, ce qui a été fait sur les projets de Bouskoura, les 3 projets, c'est fantastique. Finalement, c'est très agréable de vivre là. Après 15 ans de ce métro, c'est des projets qui sont réussis. Maintenant, quelques petits défauts, mais je pense que les gens, que les promoteurs sont en train de rattraper. Le fait d'avoir 3 golfs, c'est de la verdure automatiquement. C'est très agréable, franchement. Ces projets sont très très bien réussis. Et l'idée aujourd'hui d'aller vers du collectif aussi, tout ce qui a été fait sur d'abord les résidences fermées avec jardin, espace vert aussi, c'est très agréable. On va s'améliorer, certainement. Donc sur les 5 prochaines années, il y aura de l'amélioration et on sera obligé à s'améliorer. Donc on réponse à... Merci beaucoup pour cette note d'optimisme. Rachid, tu as droit à 2 mots. Merci beaucoup, ça fait, tu les as dit. J'ai bien fait de quitter la politique. Non, pour répondre à cette dernière question, je rejoins entièrement mon ami pour la déposer. Moi, ça fait 30 ans que j'exerce ce métier. Ce qui manque à la profession, c'est la rigueur. La rigueur du point de vue des promoteurs, du point de vue des constructeurs, et aussi la rigueur du côté des architectes. Ce ne sont tous dans le même bain. Les promoteurs, on leur demande une traçabilité des intervenants. Aujourd'hui, n'importe qui devient promoteur. Ce qu'on appelle les bouche-cara, aucune expérience. Ils arnaquent les gens parfois, ils s'en vont, ils laissent les gens sur la paille. Ce n'est pas tous. Quelques-uns, quelques prodigieuseuses. Heureusement. Comme les architectes signataires. Alors, c'est pas la logique. Mes amis font bref. Les architectes, la même chose, signataires. Vendre son âme, sa créativité pour quelques dirhams. Bon, il y a ça aussi. Les constructeurs. Aujourd'hui, en 2023, on a toujours le même ça qui est le chantier. Pas n'importe qui est معلم, pas n'importe qui est artisan. Avec السيد qui يجي كيقول لك عنده téléphone avec un bouton كيقول لك je suis plombier. Il n'a ni CNSS ni lycée ni rien du tout. L'électricien, la même chose. Il faut une traçabilité aujourd'hui. Il faut des cartes professionnelles. Il faut des gens qui aient des diplômes. Il faut arrêter avec cela parce qu'encore une fois, effectivement, les gens sont de plus en plus exigeants. Ils étaient en crise il y a 20 ans. Ils sont rentrés dans le social. Aujourd'hui, impossible.
il veut voir. D'accord? Ça pose des problèmes au promoteur. Parce qu'il doit financer, terminer le projet avant de pouvoir le vendre. C'est une autre logique. Donc, que je vous dis encore une fois, tout ça, autour de ça, c'est la rigueur. Et il faut arrêter de vendre aux gens le rêve de cités magnifiques à Bouskoura ou à Dargoueza sans une implication. Et là, je renvoie la balle aux autorités. Il faut installer les gens dans un confort, dans une sécurité pour eux, pour leurs enfants, en matière d'abord d'infrastructure, de transport, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui que le tram de Casablanca ne transporte que les gens des basses classes. Et il faut que le Alech et le Dargoueza n'ont pas droit au tramway pour venir à Casablanca travailler. C'est ça la démocratie. Voilà. Merci beaucoup Sébastien, architecte, écrivain, et bien plus encore, merci beaucoup à Reda Khalifi, président du groupe L'Aqadia. Zine Bouayed, merci beaucoup, directeur général de Mougawab. Donc, vous l'avez vu, une rencontre, on a agité des idées, c'était très intéressant. Je vous remercie infiniment, je remercie le public qui nous a suivis et je vous donne rendez-vous le 30 novembre prochain pour le Morning de l'IMO. On va parler de choses très factuelles, comment booster vos ventes par l'approche comportementale, mais également par l'approche digitale et la conversion de leads. À très bientôt. Merci.